Coucou à toi! Me voici de retour aujourd'hui avec une petite enquête qui, je suis sûre, va te captiver à fond. Il s'agit des personnes sans âme. Alors, c'est un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises, tu t'en doutes. Et aussi, j'avais envie d'aller l'explorer depuis un petit moment. Parce que dans les êtres déconnectés, il y a plusieurs catégories à aborder. Alors on ne pourra pas toutes les aborder parce qu'il y en a un sacré wagon, tu t'en doutes. Mais on va rapidement les énoncer avant de démarrer, sans aller voir de près, juste pour voir de quoi il s'agit. Alors des plus déconnectés aux moins déconnectés, on peut trouver d'abord les portails organiques. On l'a abordé durant mon dernier live. On a abordé durant le live rapidement les personnages non joueurs, que l'on appelle les PNJ, hors contexte du jeu vidéo, même si le contexte est le même. Il y a aussi les personnes déconnectées de leur essence. Bon, et là, évidemment, c'est pas aussi fort que les personnes sans âme, tu t'en doutes. Hein. Ensuite, on peut aussi trouver les clones, qui correspondent à des entités qui ont été créées, dupliquées, par rapport à un humain originel. Ensuite, on peut aussi trouver les pervers narcissiques. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. On peut également trouver les âmes fragmentées. On peut trouver encore les entités non humaines qui manipulent l'énergie. On peut trouver les esprits que l'on appelle déchus, c'est-à-dire les esprits plutôt malveillants qui se nourrissent des humains inconscients. Et bon, un peu plus bas, on trouve les sociopathes, les psychopathes. Et puis encore plus bas, on peut trouver par exemple les corps astrales qui ne sont pas évolués. Et encore plus bas, on peut trouver les entités qui correspondent aux énergies parasitaires. Bon, c'est un petit aperçu rapide hein, parce que il y a énormément de catégories que l'on pourrait recenser. Mais bon, là n'est pas l'objet du jour. C'était des exemples parmi d'autres et je pourrais t'en trouver encore plein d'autres. Alors là, on va s'intéresser donc aux personnes sans âme. Alors la première chose que je perçois quand je parle de personnes sans âme, c'est une énergie spectrale. Je vois qu'elle est blanche, translucide, elle flotte dans les airs et à la place des yeux, il y a des énormes trous. Ça correspond à des vortex, comme des vortex d'énergie, où toute l'énergie est aspirée dans ces trous. Voilà ce que je perçois dans un premier temps. Alors, ça en dit long sur l'essence de cette énergie, hein, bien sûr. Et de ce que je perçois, eh bien justement, tout le sujet il est là, c'est qu'il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. C'est une énergie qui est libre, qui flotte dans l'espace, qui est livrée à elle-même. Et c'est comme si elle était là en attente d'être pilotée. C'est quand même assez flippant ce que je perçois là, hein, ça fait froid dans le dos. Mais c'est vraiment la représentation d'une entité sans essence, c'est ça. Moi, j'emploie pas le mot âme, j'emploie le mot essence parce que âme, je trouve qu'il est trop new age, il est trop global. Donc moi j'emploie vraiment l'essence et c'est pour moi beaucoup plus parlant. Mais qu'importe. Je parle des personnes sans âme puisque c'est comme ça qu'on les dénomme. Donc si on en revient à cette énergie-là, elle se balade dans le cosmos, elle flotte. Alors elle existe, elle a une vie propre sur le plan subtil, mais elle n'est pas animée, elle ne s'anime pas elle-même. Elle est là un petit peu en mode open bar, en attendant que les commandes soient prises et qu'elles soient pilotées, qu'elles soient dirigées vers quelque chose. Je vois même des éclats métalliques, tu vois, de l'électromagnétisme, comme si ça faisait des étincelles quand elle était face à quelque chose d'artificiel. Voilà, c'est ça qui me vient là. Alors, la différence avec un humain classique, c'est que l'humain classique, il a une essence de vie qui l'anime. Je vois qu'il a des émotions, il a des couleurs, je vois du jaune, je vois de la chaleur à l'intérieur de lui. Je vois vraiment
des belles choses qui s'animent à l'intérieur. Ces cellules sont vivantes, elles bougent. Il ressent de la joie, il ressent des belles choses à l'intérieur de lui qui lui mettent de la chaleur dans chacune de ses cellules. Alors que juste à côté de lui, quand je regarde cette essence, c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans qui l'anime. Il n'y a rien tant que quelque chose n'a pas pris la place. Voilà, et je dis bien quelque chose. Je pèse mes mots. C'est vivant, mais il n'y a rien qui l'anime. Et c'est ça qui est assez difficilement descriptible d'ailleurs. C'est que c'est bien vivant ce que je perçois, mais ça n'a pas d'identité propre. C'est ça. C'est vide, ouais. C'est pour ça qu'on parle de coquille vide. Là, je le perçois très très bien. Alors, si on explore depuis quand cette énergie, je vais l'appeler comme ça, cette énergie, cette entité, depuis quand est-elle là? Alors, pour cet exemple-là, j'ai depuis toujours. Depuis toujours. C'est-à-dire qu'elle est vide d'essence. Et c'est comme si elle n'avait rien à se raccrocher pour pouvoir évoluer en conscience. C'est comme s'il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vie, il n'y a pas de soleil vital. Donc, elle est livrée à elle-même et je perçois que pour qu'elle puisse prendre vie, alors ça serait possible, mais il faudrait qu'elle soit au contact d'énergie et de conscience évoluée qui pourrait la guider pour construire sa propre essence, se nourrir de ce qu'il y a dans le cosmos pour construire son essence. Et apparemment, ça ne serait pas une mince affaire. Ouais, c'est très spécial ce que j'ai là, mais je crois qu'on touche vraiment l'essence même du sans-vie, finalement, on pourrait dire. Parce que même si cette énergie existe, elle n'a pas de vie à l'intérieur. Et ça, elle peut la construire au fil de l'eau, en évoluant. Et c'est une évolution lente, progressive, et au contact de ce qui pourrait justement l'éveiller vers tout cela. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je te dis. Je pense que tu comprends bien. Hein, parce que de mon point de vue, j'essaie de trouver les bons mots. Parce que là, ce que j'ai, c'est purement subtil. Mais là, ce qui m'apparaît, c'est, tu vois, d'autres consciences ou d'autres entités plus évoluées à son contact, qui évoluent à ses côtés et qui, petit à petit, la modèlent. Elle se modèle au contact de ce qui est plus lumineux. Donc, elle s'adapte. Elle s'adapte, elle se transforme. Et je vois que même si ça prend du temps, elle arrive petit à petit à construire une forme de lumière en elle. Donc là, ce qui est très net, c'est que rien n'est figé, rien n'est fichu. Si on part de rien, avec zéro essence vitale, on peut le construire. Donc c'est pas perdu. Mais il faut qu'elle soit bien entourée, qu'elle ait tous les éléments pour évoluer. Bien entourée, quand je te dis bien entourée, c'est vraiment tous les facteurs qui vont pouvoir lui mettre en lumière ce qu'elle peut mettre en mouvement en elle. Que ce soit des énergies ou une sorte de soleil vital autour d'elle, duquel elle va pouvoir se nourrir justement pour l'infuser en elle. Et puis, oui, des énergies ou bienveillantes ou équilibrées qui vont pouvoir, par l'effet miroir, l'inciter à faire de même. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai réussi à trouver les mots. Alors ça, c'est pour une essence qui a toujours été ainsi et qui est dépourvue de son essence, de son âme, entre guillemets. Maintenant, là, j'ai l'exemple d'une personne sans âme qui n'a pas toujours été comme ça. Alors là, ce qui m'apparaît, c'est que cette personne est arrivée dans l'incarnation avec une essence qui était déjà fragile. Donc, cette conscience-là, quand elle s'est incarnée, elle a vécu des choses très difficiles dans son enfance.
Là, ce que j'ai, je vois que c'est très très sombre ce qu'elle a vécu. Elle a vécu de la violence et je vois qu'elle s'est enfermée dans une espèce de sphère sombre, très noire. Il fait froid, ça résonne, c'est silencieux, c'est glacial. Elle s'est enfermée elle-même dans cette prison mentale et c'est comme ça que petit à petit elle s'est déconnectée de son essence. Donc là, c'est en fonction de ce qu'elle a vécu dans son incarnation que la souffrance a été telle qu'elle s'est déconnectée petit à petit d'elle-même sans le vouloir, directement, de cette essence. Donc cette essence-là, c'est comme si elle s'était éteinte à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si on ne la voyait plus. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle peut rallumer cette étincelle d'essence? Je vais observer. Oui, là je vois qu'elle peut la rallumer. Alors c'est moins compliqué qu'une personne sans âme qui n'a pas d'essence depuis l'origine, puisque là il y a tout à construire dans ce cas. Mais pour elle, c'est son essence celle-là, elle s'est juste éteinte. Donc là, il faut la rallumer. Et je vois que c'est plus facile et plus rapide. Il faut juste qu'elle reprenne vie finalement. Qu'elle sorte de cette prison qu'elle a érigée elle-même. Qu'elle rallume cette flamme, qu'elle se reconnecte, qu'elle reprenne goût à la vie, qu'elle se reconnecte à la joie, elle se reconnecte à la beauté du monde, elle se reconnecte aux personnes qui l'entourent, qui sont quand même éveillées, qui sont dans la joie, qui sont dans une forme de conscience lumineuse. Et là, elle peut le faire, oui. Et c'est plus facile que quand une âme n'est pas du tout présente dans le corps d'une personne. J'ai un troisième exemple qui me vient. Je prends uniquement les exemples qui m'arrivent spontanément, parce que sinon, il y en aurait trop à explorer. Là, j'ai le cas d'une personne sans âme, sans essence, qui a choisi comme défi, en fait, de venir avec cette essence manquante, justement, pour s'y reconnecter. Alors, soit à travers elle-même son cheminement et sa propre compréhension, soit à travers l'effet miroir des personnes qui sont à son contact, la famille ou les très proches, qui vont voir la situation et l'aider à se reconnecter avec leur bienveillance et leur compréhension empathique. Voilà, il y a soit l'un, soit l'autre. Donc, dans un cas comme celui-là, je vois que la personne, elle chemine. Et au quotidien, c'est comme si elle ressentait qu'il lui manquait quelque chose. Ça, c'est pour le cas où elle se reconnecte par elle-même. C'est comme si elle sentait un vide, un manque par rapport à quelque chose. Et elle va chercher par elle-même à se sentir plus complète, plus en joie, plus connectée à qui elle est. Et elle va vouloir prendre plus d'initiative, découvrir le monde, avancer en autonomie. Et elle va se poser pas mal de questions. Et plus elle va avancer dans cette dynamique, plus les choses vont s'imbriquer devant elle sur le chemin pour qu'elle puisse se reconnecter. C'est un travail qui va se faire relativement fluidement parce que brique après brique, tout arrive naturellement. Donc elle va pouvoir le faire avec une aisance relativement facile. Voilà, par rapport à quelqu'un qui n'est pas là pour ça en fait, qui n'est pas du tout là pour se reconnecter par lui-même. Alors pour le cas d'une personne qui doit se reconnecter à sa propre essence à travers l'effet miroir des autres personnes autour d'elle qui vont l'aider à se reconnecter, là je vois que c'est moins facile. Parce qu'en fait, la première chose que je perçois, c'est l'entourage qui laisse des plumes. C'est plus l'entourage qui souffre de chercher à aider cette personne qu'elle-même. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que les autres peuvent se perdre dans cette dynamique. Même s'ils sont là pour refléter le miroir de ce qu'il manque en cette personne, eh bien ça va aussi faire un effet miroir sur leur propre manque à eux. Et donc, justement, comme ce qui va être mis en lumière, c'est leur propre manque à eux,
Ils vont aussi être dans une forme de manque, et c'est là qu'ils peuvent se perdre dans le manque de l'autre personne, à travers le manque de l'autre personne, se perdre dans leur manque à eux, voilà. C'est ça que je veux dire. Et c'est là que c'est compliqué quand il y a un effet miroir. Il faut vraiment être conscient de ce qui se joue. Alors là, il y a aussi deux dynamiques pour les personnes qui vont aider ces personnes à se reconnecter à leur essence. Il y a celles qui sont conscientes de leur pouvoir, donc qui vont trouver une force intérieure conséquente pour dépasser les difficultés, voir avec un peu de recul la situation et donc ne pas se brûler les ailes. Mais d'un autre côté, il y a aussi celles qui vont voir la détresse de l'autre, la déconnexion, ce vide, cette forme de coquille vide que représente la personne. C'est comme si ça allait reballer sur elle, ça faisait des étincelles et elles le prenaient de plein fouet. Et ça leur fait beaucoup de mal parce que elles prennent sur leurs épaules la déconnexion de l'autre personne. Et c'est là que c'est dangereux parce qu'on peut se perdre, on peut finir en burn-out, on peut complètement s'égarer dans cette dynamique et se déconnecter également alors qu'on était déjà au départ là pour aider l'autre à se reconnecter. Donc là, ça ferait deux personnes déconnectées. Voilà pour les exemples qui me sont venus. Alors c'est assez significatif, hein, c'est assez éclectique comme exemple. Je suis contente que ce soit ceux-là qui me soient venus parce qu'ils sont représentatifs. Alors maintenant, on va aborder pour moi quelque chose d'essentiel. Donc ce qu'on peut dire, c'est que une personne sans âme, est-ce qu'elle est dans cet état de façon définitive? Non, encore une fois. Là où ça semble être le volet le plus sombre du monde, eh bien il y a toujours une lueur de lumière, d'espoir et de reconnexion possible. Ça c'est la bonne nouvelle. Tu me connais maintenant. Je ne suis jamais alarmiste. Il y a toujours possibilité de se reconnecter, de faire bien, de voir la lumière au bout du tunnel. Sinon on ne serait pas là, n'est-ce pas? Alors il y a une possibilité bien sûr de se reconnecter. Cela dépend de la personne, de son degré de conscience, de sa pugnacité à se reconnecter, de ce qu'elle comprend, de comment elle considère la loi de l'attraction, évidemment, de comment elle perçoit le plan subtil avec ses diverses synchronicités, de comment elle croit en elle, de quelle estime elle a en elle, de l'entourage qu'elle a aussi, qui va l'influencer dans le bon sens ou pas. C'est tout un tas de paramètres qui peuvent entrer en compte. Ça paraît incroyable, mais effectivement, il y a des personnes qui viennent vivre une reconnexion à leur âme comme ça, à leur essence. Et oui. Et d'autres qui sont complètement déconnectés et qui ne sont pas là pour évoluer, pour avancer, pour comprendre. En tout cas, pas forcément dans l'incarnation dans laquelle ils sont actuellement. Et d'ailleurs, on le voit. Hein. Des personnes qui n'ont pas envie d'avancer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu l'as remarqué déjà, ça. Je suis sûre que dans ton entourage, tu as des exemples que tu pourrais donner. Des personnes sans âme. Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que tu peux me dire à ce sujet. Est-ce que tu en connais dans ton entourage? Comment se comportent-elles? Combien en connais-tu? As-tu cherché à les aider? As-tu cherché à leur mettre en lumière leur état? Je suis curieuse de savoir comment tu as pu gérer la situation, si tu as déjà vu le cas. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire, ça m'intéresse. Alors ces personnes sans âme, comment on peut faire pour les reconnaître? Eh bien, on l'a abordé un petit peu déjà lors du live. Le regard est vide. C'est comme si c'était des coquilles vides. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'émotion. Ces personnes-là, elles sont souvent figées, elles ne réfléchissent pas, elles sont en mode pilotage automatique, elles suivent les règles. Quand tu as l'impression qu'elles ont des émotions, c'est une forme de manipulation, quelque part, parce qu'elles sont manipulées par des forces extérieures, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui prenne la place pour les contrôler, c'est vide, rappelle-toi, hein, je l'ai dit au tout début ça. Donc il y a une forme de manipulation par d'autres entités quand elles ont l'impression d'avoir des émotions. C'est un simulacre.
C'est une forme de manipulation pour jouer sur l'entourage, sur des personnes faibles qui pourraient aussi se faire influencer. Tu vois. On le voit, elles réfléchissent pas par elles-mêmes, elles n'ont pas envie d'avancer. Elles sont figées dans leur façon de percevoir le monde. Elles réfléchissent pas trop, pas au-delà. Elles suivent ce qui vient. Elles se questionnent pas vraiment. Ouais, c'est vraiment du pilotage automatique. Quand tu les regardes dans les yeux, bien souvent, tu ressens un froid glacial et ça peut même te donner des frissons partout. Moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Tu peux même sentir une grande fatigue à leur contact. Tu peux même te sentir vidé d'énergie parce qu'elles ne le font pas consciemment, mais elles peuvent avoir une forme de vampirisation énergétique sur toi. Si elles sont pilotées par des entités, tu te doutes bien que ces entités-là siphonnent l'énergie ambiante, puisque c'est des entités qui se nourrissent de l'énergie des autres pour survivre. On pourrait appeler ça des entités déchues, hein. C'est celles qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas compris la puissance de leur essence, de leur conscience. Donc effectivement, il y a bien des essences et des entités qui ne sont pas évoluées. Ça existe, oui. Mais nous, on est des consciences évoluées, donc on veut avancer, donc on n'est pas dans ce schéma. Du moins, on a envie de ne pas y être en tout cas, de l'éviter le plus possible. Et surtout, on en est conscient. C'est ça qui fait tout. Donc ces personnes, tu les reconnais assez rapidement. Alors maintenant, quelle attitude adopter face à des personnes sans âme? Alors déjà, pas d'ingérence. C'est elles qui vivent ça, tu n'es pas responsable. Elles ont peut-être quelque chose à comprendre derrière tout ça. Peut-être pas. Peut-être qu'elles sont juste là pour devenir des personnages non-joueurs, des portails organiques. C'est elles que ça regarde. Tu peux rien faire si elles n'ont pas choisi d'évoluer en conscience, d'avancer. Tu ne peux absolument rien faire là-dessus. Chacun a son libre arbitre. Alors, la meilleure chose à faire, bien sûr, c'est de ne pas chercher à les contrôler, de ne pas chercher à les accuser, de ne pas les juger, parce qu'elles ne comprendraient pas de toute façon, de rester dans une forme de neutralité, tu vois, qu'elles gardent leur libre arbitre, si toutefois elles l'ont encore. En tout cas, voilà, c'est elles que ça regarde et uniquement elles. Chacun doit s'occuper de soi, de son incarnation. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est tenter de leur mettre en lumière peut-être la situation dans laquelle elles sont, avec douceur, avec empathie, avec bienveillance. Tu vois, peut-être une forme de questionnement à leur égard. Qu'elles en viennent à se questionner sur certaines choses, sur comment elles fonctionnent. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis leur montrer l'exemple, bien sûr. Parce que c'est de l'exemple qu'on s'inspire bien généralement. Hein. Comme les enfants, ils s'inspirent de notre exemple. C'est comme si tu disais à une personne sans âme, sors du programme dans lequel tu es. Elle va rien comprendre. Alors que si toi tu lui montres que tu es un être libre, autonome et capable de libre arbitre, et que tu es heureux là-dedans, eh bien peut-être que à ton contact, tu vas l'inspirer et naturellement elle va se transformer par elle-même. Tu vois, il n'y a que ça à faire pour une personne sans âme. En tout cas, il faut y mettre de la douceur, de la neutralité, de la bienveillance. Je sais que c'est pas facile, hein, mais bon, si vraiment tu veux intervenir à ton niveau, selon ce qui t'appartient et pas au-delà, pas plus que ce qui t'appartient, que ce qui te revient. Car n'oublions pas, tu me connais bien, je ne suis pas pour l'ingérence. Chacun est libre. On est libre là pour expérimenter, comprendre les choses. Et si on ne comprend pas, eh bien, c'est que le moment n'est pas venu. Et que peut-être même qu'il n'y a pas de compréhension à avoir pour certaines personnes. En tout cas, c'est ainsi. Chacun doit s'occuper de sa propre évolution. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à te dire au sujet des personnes sans âme. Sache que, voilà, ce que l'on va retenir de cette enquête, c'est que rien n'est figé, rien n'est foutu, tout peut évoluer. Et ce qu'on considère comme un miracle, eh bien finalement c'est tous les possibles qui s'ouvrent lorsqu'on pense que cela peut arriver, effectivement, parce qu'on est les créateurs de notre réalité. Et même là où on ne pensait pas que ça pouvait arriver, bien souvent, le miracle se produit. Et c'est ça qui est magique.
Voilà, donc je te le redis, n'hésite pas à partager en commentaire ton expérience sur le sujet des personnes sans âme. J'espère que ce sujet t'a plu. Pour la prochaine capsule, je te réserve quelque chose qui va te passionner parce que c'est un sujet qui m'a été demandé à maintes et maintes reprises. Et donc, je vais te l'amener en cadeau pour la prochaine. Donc, je te souhaite une très belle continuation. De toute façon, c'est pas très loin. Donc, je te dis à très bientôt. Merci pour ta confiance. Au revoir.